Bienvenue dans cette nouvelle édition des idées à l'endroit pour aujourd'hui une heure d'émission consacrée à un écrivain qui fut aussi un essayiste et surtout un homme de contradiction, de déchirure et donc peut-être également de douleur. Homme qui aimait les femmes et homme qui ne s'aimait pas. Nietzschéen hanté par la décadence et avide d'un sursaut, d'une énergie à venir. Homme tenté par l'action politique et nostalgique de la contemplation spirituelle, patriote français pour qui le salut de la nation passe par une fédération des peuples d'Europe, hostile à ce qu'il appelle les démo-plutocraties ou les pluto-démocraties et aspirant à un socialisme non marxiste, égotiste, individualiste et en même temps attiré par l'appel des masses et par l'appel des foules, anglomane mais pro-allemand, Pierre Drieux-La Rochelle fut l'homme de toutes ces contradictions. Pour en parler aujourd'hui avec nous, Julien Hervier. Julien Hervier, vous êtes bien sûr un éminent spécialiste de Pierre Drieux-La Rochelle. Vous êtes également un éminent spécialiste d'Ernst Jünger. Vous leur avez d'ailleurs consacré à tous deux votre thèse de doctorat d'État, que j'ai ici. Deux individus contre l'histoire, Pierre Drieux-La Rochelle, Ernst Jünger. Vous avez également consacré un ouvrage spécifique à Drieux-La Rochelle, Pierre Drieux-La Rochelle, une histoire de désamour, aux éditions Gallimard, dans la collection blanche. Bien sûr, c'est un abécédaire, hein, c'est un parcours de l'œuvre et de la vie. C'est un livre d'humeur. J'étais parti de l'idée du dictionnaire, et puis les dictionnaires sont des grandes entreprises, en général avec des entrées multiples faites par beaucoup de gens. Là, comme j'étais tout seul, je m'étais dit qu'il fallait bien que je fasse un choix. Et donc, je me suis dit qu'il fallait faire un choix d'humeur. Dans la mesure où, j'ai étudié Drieux en universitaire, avec le maximum de sérieux, mais c'est aussi un homme auquel je me suis attaché. Et donc, il y a des aspects de sa personnalité qui m'ont frappé, en particulier cette espèce de besoin d'excellence qu'il avait en tout. Alors, nous allons en parler, Julien Hervier, mais j'insiste sur ce versant universitaire de votre travail. Vous avez été professeur, vous êtes professeur honoraire de littérature comparée, et vous êtes également, avec Jean-François Louette, l'un des maîtres d'œuvre de la Pléiade, prestigieuse collection Gallimard, des romans, récits et nouvelles de Drieux-La Rochelle. Donc, en fait, Jean-François Louette qui assurait la direction. Mais d'ailleurs, vous verrez, il y a une petite subtilité dans l'énoncé. Je ne suis pas cité dans les collaborateurs, mais c'est dirigé par Jean-François Louette avec Julien Hervier. C'est-à-dire que j'étais dans une espèce de position quand même de spécialiste. Jean-François Louette étant un excellent universitaire, mais pas a priori un spécialiste de Drieux. Absolument. Et alors en revanche, dans le même ordre d'idée, je précise que pour le coup, vous êtes également l'éditeur des journaux de guerre d'Ernst Jünger dans la Pléiade, même collection prestigieuse évidemment. Tout ceci est très cohérent. Alors vous avez commencé à évoquer cette façon dont vous avez abordé l'œuvre et la personnalité de Drieux-La Rochelle, donc dans cet essai, Pierre Drieux-La Rochelle, une histoire de désamour. Cet intérêt que vous avez nourri pour Drieux donc est presque affectif. Il y a une part de l'homme vous a d'une certaine manière, lui qui était un grand séducteur par ailleurs, la séduction de Drieux a opéré. Ça opère. Et alors je dois dire que dans les raisons qui m'ont tourné vers Drieux, comme vers Jünger, il y a un côté personnel. C'est-à-dire que, en sautant des générations, mon père était un héros de la guerre de 14. Au niveau d'un petit chef de section, hein, mais c'était quelqu'un qui s'était engagé à 18 ans, qui a perdu le bras droit à 20 ans, en montant à l'assaut à la tête de ses hommes, et qui est mort, qui avait été mal opéré sur le champ de bataille, et qui est mort de ses blessures à peine plus de 40 ans. Donc je me suis retrouvé orphelin à 3 ans, et j'ai été élevé par ma mère dans la vénération de mon père. Voilà.
Et je n'avais pas besoin là de ces particularités pour me rendre compte que la Première Guerre mondiale avait été la grande catastrophe de l'Europe. Bien sûr. De la France en particulier, mais de l'Europe en général. Et donc j'ai été frappé par le traumatisme que cette guerre avait provoqué chez tous les gens qui l'avaient vécu en première ligne. Dont Dru-La Rochelle, on rappellera simplement qu'il est né en 1893, donc il a 20 ans, à peine un peu plus de 20 ans pendant la Première Guerre mondiale. Et là, donc, effectivement, tragédie, catastrophe. En quoi, plus précisément, en ce qui concerne Dru-La Rochelle, cette guerre a-t-elle été déterminante dans sa pensée, dans son évolution? Est-ce que c'est parce que c'était une première conflagration et la première prise de conscience, ou non d'ailleurs, de la décadence, d'un moment de destruction? Enfin, quelles sont les raisons? Quelle a été la guerre de Drieux? Alors, d'abord, il a fait une guerre intermittente, mais très courageuse. C'est-à-dire qu'il est allé sur le front, il en est reparti, mais en général, il en est reparti parce qu'il avait été blessé, ou bien pour des raisons moins pittoresque. Par exemple, il a participé à cette désastreuse expédition des Dardanelles, qui a d'ailleurs pesé très lourd, très longtemps sur la carrière de Winston Churchill, qui était à l'origine de cela, où il s'agissait, les Turcs étaient à l'époque alliés aux puissances centrales, donc alliés aux Allemands, qui d'ailleurs ils avaient des instructeurs allemands pour mener leur combat et régler leur batterie. Et donc les Alliés ont pensé lancer une grande opération pour prendre les Turcs à revers par les détroits. Et c'était très mal préparé, le lieu de débarquement était mal choisi, tous les cuirassés français et anglais ont sauté sur des mines très vite, et donc ça a été un désastre. Et on s'est battu, mais Drieux ne s'est pas battu, contrairement à ce que vous pourrez croire en lisant Le voyage des Dardanelles dans la comédie de Charleroi, parce qu'il a été rapatrié pour dysenterie. L'eau était très mauvaise, il y a eu une hécatombe, alors avec beaucoup de morts, hein, c'est la dysenterie, dans les cas graves, c'est une maladie mortelle. Et donc, il y a cet épisode, mais sans ça, c'était plutôt pour des raisons de blessures qu'il quittait le front. Donc un soldat courageux, enfin, il a connu l'épreuve du feu, véritablement. Voilà. Alors il s'est seulement planqué à un moment donné parce qu'il avait rencontré une femme pour laquelle il avait des attentions, Marcel Janniot, qui a été l'épouse du grand acteur Dulin, il s'est fait planquer dans les bureaux pendant qu'il vivait une idylle avec elle, mais il a demandé lui-même à repartir sur le front, et là il s'est retrouvé avec les Américains, ce qui a enrichi aussi sa connaissance du monde américain. Il s'est trouvé comme interprète dans les derniers mois de la guerre, auprès d'un général américain qu'il a impressionné d'ailleurs par ses qualités de commandement et ses qualités humaines. Et donc il a fait ce que les gens appelaient, vous savez, on dit il a fait une belle guerre, justement par opposition aux embusqués et aux gens qui n'avaient jamais été sur le front. Et est-ce qu'on peut dire que cette épreuve de la guerre a été déterminante d'un point de vue intellectuel ou d'un point de vue idéologique? Est-ce qu'il y a un avant et un après dans la vie de Drieux et dans sa pensée? Alors, il y a vraiment un avant et un après. D'ailleurs, il y a eu un passage de la fin de Rêveuse bourgeoisie, qui est un de ses grands romans où il raconte sa famille, ses premiers amours, où il y a deux jeunes amoureux. Le lecteur sait qu'on est en 14, juste avant la déclaration de guerre, et il les présente en disant qu'ils avaient tout l'avenir et tout le bonheur devant eux, et on sait évidemment ce qui va se passer. Donc ça a sonné le glas vraiment de la puissance française et du bonheur de vivre dans les civilisations occidentales, voilà. Et alors, Drieux, alors j'ai été beaucoup dans les ressemblances entre Drieux et Junior. Oui, bien sûr. Tous les deux ont considéré finalement que cette guerre était une guerre civile, finalement. Oui, voilà, c'est un point important. Et que le drame était peut-être encore
pire que la confrontation franco-allemande, la confrontation anglo-allemande entre les deux peuples d'origine germanique. Oui. Et vous savez que dans on a failli échapper à la Première Guerre mondiale. Aucun, finalement, des dirigeants n'avait envie qu'elle se déclenche. Il y a eu un phénomène mécanique, il a fallu mobiliser le plus vite possible, parce qu'on savait que si un grand pays mobilisant des millions d'hommes, avec la moitié, avec 300 000 hommes mobilisés pendant que les autres en avaient 4 millions, la guerre était terminée tout de suite. Donc il y a une course à la mobilisation qui a débordé finalement, une course technique qui a débordé aussi un peu les hommes politiques. Mais il ne faut pas oublier que Guillaume II était le petit-fils de la reine Victoria. Il disait grand-mère quand il parlait d'elle. Et les Allemands ne pensaient pas que les Anglais s'engageraient dans la guerre. Enfin, là, il y a des sujets pour des discussions d'historiens. Mais disons, c'est très largement reconnu que en tout cas l'empereur et son entourage s'attendaient à ce que les Anglais restent en dehors du conflit avec la... Est-ce que cela signifie que Drieux prend conscience de l'existence de l'Europe à ce moment-là? Est-ce que sa vision des nationalismes européens issus peu ou prou idéologiquement de la Révolution française et de ce qu'ils ont déclenché de manière ultime avec la guerre, est-ce qu'il voit un dépassement possible de ces nationalismes à travers la fédération que j'évoquais tout à l'heure des peuples européens, en tout cas d'une unité européenne? Qui plus est, Drieux voyant très bien, Révolution russe 1917, puissance américaine, on est entre deux blocs, deux mastodontes, l'Europe est prise dans un étau, donc et les nations n'en parlons pas, les petites entités nationales, donc si elle veut survivre, voilà, perspective d'une unification. Est-ce que tout ça se met déjà en place? Ça se met très vite en place, et là, Drieux est l'auteur d'un essai qui s'appelle « L'Europe contre les patries ». Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais il aurait pu écrire aussi l'Europe contre les nations. Oui. Alors, il était finalement résigné à l'Europe comme pis-aller, considérant que la France n'avait plus la possibilité d'être une grande puissance. Et alors, il y a une chose aussi qu'il faut souligner, c'est que Drieux a été très jeune conscient de l'importance du problème démographique. Oui. Il a fait des études aux sciences politiques, il a eu des bons professeurs, dont des démographes, et il a constaté que l'une des raisons de la faiblesse française, c'était la diminution de sa supériorité numérique. Alors il y a des choses, maintenant on commence à le savoir un petit peu, mais il y a des gens qui le disent, mais peu de gens savent qu'au moment de la Révolution française et des guerres de la Révolution et de l'Empire, la France était le pays le plus peuplé d'Europe, beaucoup plus peuplé que l'Allemagne. Et donc, la France était démographiquement en situation de tenir tête presque au reste de l'Europe. Bon, il y a eu beaucoup de morts dans ces guerres. Et puis, il y a eu une espèce de contrôle des naissances qui s'est organisé, qui est d'ailleurs le réflexe d'un peuple sage, parce que là, si la planète est en train de crever, c'est aussi parce qu'elle est 10 fois trop peuplée. On voit bien qu'à un moment donné, il faudra s'arrêter. Mais Drieux part du constat initial que la France n'a plus assez d'hommes pour jouer le rôle d'une grande puissance. Et son premier essai, qui a fait beaucoup de bruit après la guerre, s'intitule « Mesure de la France ». Alors, qui a deux sens. La France est un pays mesuré, le pays des équilibres. Enfin, les coteaux modérés. Les coteaux modérés, voilà. Et puis, c'est aussi un pays qui doit prendre sa propre mesure et voir qu'elle est devenue peu de choses par rapport aux grands empires. Donc, je vous en prie. Oui. Donc, si vous voulez, c'est pour aller dans votre sens que vous disiez à l'instant, il s'est rendu compte qu'il était impossible à la France toute seule de s'imposer, de garder un rôle important vis-à-vis des empires montants, et que la seule solution, c'était celle d'une Europe puissante. Mais alors non pas d'une Europe qui soit une zone de libre-échange,
comme c'est à peu près ce que c'est devenu, comme c'est ce que souhaitait l'Angleterre que devienne la France d'ailleurs. Hein. Enfin, les Anglais ont toujours été hostiles à l'idée d'Europe. Enfin, vous savez que le général de Gaulle disait, vous savez, moi l'Europe, je veux bien qu'elle entre, mais je la voudrais toute nue. Ah. Si c'est pour apporter justement des principes de désorganisation, tant mieux si l'Angleterre reste en dehors de l'Europe. Bon, vous voyez, on brasse. Alors, je me laisse là aller, non pas à des digressions, mais c'est parce que la pensée de Drieux, politique, est au cœur même de la problématique qu'on a encore maintenant. Exactement. Et d'ailleurs, vous évoquiez ce rôle de cette Europe libérale et cette Europe de l'argent. L'une des grandes constances, me semble-t-il, mais c'est une question que je vous pose, de la pensée de Drieux, oui. C'est son hostilité à la plutocratie, à ce qu'il appelait les plutodémocraties. Et c'est aussi sans doute un des éléments qui vont le faire s'orienter vers le fascisme. Enfin, il va regarder l'Italie de Mussolini en particulier avec beaucoup de sympathie. Là encore, donc, il voit que les démocraties libérales perdent du terrain en son temps en Europe, qu'arrivent, que germent des régimes, disons, que l'on dira d'un point de vue libéral, en tout cas plus autoritaires, voire ensuite plus totalitaires. Mais c'est aussi une façon pour lui, j'imagine, de regarder, de se tourner vers une autre forme de puissance, qui ne soit pas une puissance plutocratique, une puissance du monde de l'argent. Il y a une hostilité foncière à la démocratie libérale chez Drieux. C'est ça. Et puis alors, il faut le dire aussi que son mode de vie et les séductions auxquelles il était sensible l'ont amené à fréquenter de près le monde des riches et des très riches. Hein. Bon, il y a des gens qui sont contre la plutocratie, mais qui ne connaissent pas le personnel qui l'administre. Là maintenant, qui de nous connaît bien le petit monde des milliardaires qui se partagent la richesse mondiale. Hein. Drieux, lui, avait une de ses faiblesses, enfin, je ne reprocherais pas d'aimer les femmes, hein, mais une de ses faiblesses, c'est d'aimer essentiellement les femmes riches. Oui, il a beaucoup de mal à tomber amoureux, il ne peut pas tomber amoureux d'une petite ouvrière. Il y a tout un jeu chez lui, d'ailleurs, aussi, puisque c'était aussi un grand amoureux des prostituées, hein, il a beaucoup fréquenté les bordels. Il s'est souvent pensé lui-même, il se disait, il avait un côté lui-même Macquereau, en quelque sorte, Miché et Macquereau, puisqu'il était aussi un homme entretenu. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui lui paraissait... Oui, ça c'est un des aspects de son existence. Oui. Hein. Mais surtout, ce qui me frappe, c'est que, alors là, on peut redire une de ses liaisons les plus célèbres, parce que à la fin de leur liaison, ça s'était étalé au grand jour. Il a été l'amant de la femme de Louis Renault, le grand constructeur automobile. Donc, il faisait partie de ce monde qui fait les plaisirs de la presse people actuellement. Donc, il connaissait très bien tout ce monde de la plutocratie, voilà, pour laquelle il n'avait aucune sympathie. Lui, il se sentait comme un déclassé. Il se sentait finalement, alors, on est toujours rattrapé par son appartenance sociale, mais il se sentait lui-même comme un déclassé. Bien que par moments, il a dit, c'est étonnant parce que on verra ça dans des... Alors je vais éditer, mais malheureusement il y a eu un problème avec la Poste en même temps que devait sortir un premier livre. Maintenant il y aura des carnets intimes de Drieux qui sortiront à la rentrée d'octobre. J'en profite alors, Julien Hervé, pour signaler, alors là c'est l'actualité éditoriale la plus grande, vous venez de nous procurer une nouvelle édition du roman de Drieux La Rochelle, L'homme à cheval, aux éditions Gallimard, collection blanche. Ça c'est l'actualité. Nous allons, immédiate. Là, c'est sorti le 3 juin. Voilà, donc c'est tout récent. Et puis vous nous annoncez donc l'apparition de ces carnets. Nous allons en reparler, bien entendu, de votre édition, de ce roman de Drieux La Rochelle. Mais avant, pour en rester dans ce... Oui, enfin, je parlais des carnets uniquement pour dire que dans les carnets, il dit que finalement toute sa pensée le porte vers le socialisme, mais que peut-être ses goûts personnels, et puis il laisse ça en suspens, l'air de dire mes goûts personnels vont dans le sens effectivement
effectivement du raffinement des classes supérieures. Alors, justement, comment peut-on qualifier le socialisme de Drieux-La Rochelle, puisque c'est un mot dont il se réclame. C'est un socialisme européen, socialisme non marxiste, hein, ce n'est pas un socialisme de classe, mais c'est un socialisme évidemment antilibéral. Comment peut-on le définir? Alors, d'abord, là, la pensée sociale de Drieux n'est peut-être pas très structurée, hein, mais ce qu'il y a, c'est que il a été mis en garde très très tôt contre les dérives des régimes communistes basés sur la théorie marxiste. La dictature du prolétariat. Voilà, c'est-à-dire que on oublie ça. Enfin, les gens, il y a une telle domination de la pensée marxiste et néo-marxiste en France, même après la guerre. Hein, enfin, le nombre de gens qui ont nié le caractère odieux du régime stalinien était très grand. Et puis, alors quand Staline était déboulonné, on disait ah mais non, mais Lénine c'était très bien. En fait, ou Trotsky. Ou Trotsky. Il y a eu quand même toute une série de gens qui ont porté témoignage dans l'entre-deux-guerres sur le caractère terrifiant des régimes marxistes, donc Drieux. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens des gens qui se sont trouvés dans le parti fasciste français, le PPF de Doriot, le Parti populaire français, Parti populiste français, si on veut. Il y a beaucoup de gens qui avaient été au Parti communiste, dont certains dans des responsabilités importantes. Doriot, tout le premier. À commencer par puisqu'il a failli, à peu de choses près, il a failli être choisi à la place de Torres pour être à la tête du Parti communiste français. C'est justement une manœuvre des Russes qui a imposé Torres contre Doriot, qui était le grand maire communiste, tribun du peuple, remarquable de la ville de Saint-Denis, dans le 9-3. Donc, il y a beaucoup de gens idéalistes jouant un rôle important au Parti communiste qui sont allés sur place, invités, et tous n'étaient pas aveugles. Et donc, il y a eu des témoignages que Drieux a pu avoir directement. Il parle de son ami Souvarine, par exemple. Et donc, il cherchait plutôt du côté, il y avait quand même la tradition du syndicalisme révolutionnaire de Sorel, la tradition de Proudhon. Il espérait, de ce côté-là, trouver quelque chose. Sorel, je crois, a beaucoup influencé Mussolini. Enfin, et donc, il rêvait d'un régime vraiment socialiste. Ça ne signifie pas qu'il y ait chez lui une proximité nécessairement forte avec le peuple. Enfin, on a le sentiment qu'il y a chez Drieux à la fois une fascination pour les masses, pour le règne des masses, une très haute conscience de l'individualité, de la sienne en particulier. J'évoquais tout à l'heure son égotisme. Comment ça s'articule entre les deux? C'est-à-dire que on le sent appelé par l'action, on sent qu'il y a en lui une urgence d'un relèvement possible, et donc il faudra en passer par les masses, d'une manière ou d'une autre, et en même temps une très vive conscience de l'unité et de la singularité des êtres, et de la sienne au premier chef. Est-ce que c'est une contradiction de Drieux? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a essayé de dépasser? Est-ce que c'est une errance? Comment peut-on... Alors là, c'est quelque chose qu'il a certainement essayé de dépasser, mais dont il était très conscient que c'était très très difficile à surmonter. Là, je vous citais ce passage qu'on trouvera dans les carnets intimes, où il note la différence entre ses goûts personnels et ses préférences politiques. Mais ce qui le frappe aussi, c'est le fait que les mouvements socialistes de son temps sont entièrement dirigés par des bourgeois. Et la rareté des leaders... Enfin, je dis leader, je parle franglais malgré moi, c'est tellement passé dans le vocabulaire. Les leaders des grands partis de gauche sont des bourgeois pour la plupart. Enfin, Léon Blum, c'est un grand bourgeois. Bien sûr. Donc c'est un des plus beaux exemples. Mais il n'y a pas que lui. Et donc, le Drieux estimait dans Doriot
personnage très 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 douteux, mais héros de la Première Guerre mondiale, très courageux, il exprimait dans Doriot le fait que Doriot était vraiment un ouvrier. Et il a écrit une petite brochure de propagande, Doriot vit d'un ouvrier français. Donc il était quand même très conscient des clivages sociaux entre les gens. Mais qu'il n'interprète pas en termes de lutte de classe, donc. Si, enfin... si. Mais en tout cas, pas de dépassement. C'est-à-dire, enfin, je ne sais pas, mais il envisage, il n'adhère pas à une dialectique de type marxiste. Hein, c'est-à-dire qu'il ne pense pas que qu'on est d'entraînement déterminé par sa classe. Oui, par exemple. D'abord parce qu'il n'est pas du tout matérialiste. Voilà. Il pense que, si vous voulez. Vous savez, je vais faire professeur pédant, il y a le fameux primum vivere daende philosophare, d'abord vivre, ensuite philosopher. Bon, il importe beaucoup de philosopher, mais si on n'a pas de quoi vivre pour commencer, c'est bien difficile. Enfin, donc, la première chose pour les gens qui sont des exploités, c'est d'avoir un niveau matériel qui leur permet de survivre honorablement. Mais donc il a à côté de ça des réflexes de classe. Enfin, par exemple, quand il est au service militaire, il trouve que les soldats qui l'entourent mangent salement, enfin, et qu'ils n'ont pas de manière. Mais c'est dans la comédie de Charleroi, le recueil La comédie de Charleroi, mais en même temps il dit mais peut-être qu'ils mangent salement, mais ils ont peut-être beaucoup plus de finesse morale, de noblesse morale que des tas de gens de la classe bourgeoise ou de la classe bourgeoise supérieure. Pardon. Donc il essaye de comprendre le peuple tout en se trouvant bien sûr dans une autre zone. Enfin, donc c'est pas, vous voyez, le truc, je ne sais plus quel sociologue faisait c'était dans un essai, je suis très copine avec ma crémière. Bon, les bobos qui disaient je suis très copain ou très copine avec ma crémière, ça n'est pas du tout une profonde affinité avec la crémière. C'est une façon de bien présenter les choses dans la vision sociopolitique qu'on veut donner de soi-même. Enfin, vous avez utilisé le mot, Julien Hervier, de matérialisme pour dire que Doriot ne l'était pas. Précisément, Doriot, il y a un mot qui m'a beaucoup impressionné, que vous utilisez dans votre Pierre Doriot-La Rochelle, Histoire de des Amours. Vous l'utilisez à 2 reprises. Vous ne lui consacrez pas une entrée, et c'est parfaitement compréhensible. Mais je souhaiterais avoir votre éclairage là-dessus, qui vous permettra peut-être de préciser la pensée spirituelle de Doriot-La Rochelle. C'est le mot jansénisme. Vous l'utilisez à 2 reprises. Oui. Pourriez-vous nous en dire plus ? Alors, si vous voulez, Drieux, on pourrait dire calviniste aussi, hein, enfin, mais Drieux se situe finalement dans la tradition catholique. Enfin, et donc là, c'est quelque chose qui l'a beaucoup préoccupé pendant toute sa vie. Hein, et puis dans ces dernières années, il était de plus en plus orienté vers les problèmes religieux. Qui joue un grand rôle dans le dernier roman de Drieux, qui est un très beau roman inachevé, qui s'appelle Les Mémoires de Dirk Rasp, est une sorte de méditation où il y a beaucoup d'éléments personnels, mais à partir du personnage de Van Gogh, du peintre Van Gogh, vous savez, qui avait fait de l'évangélisation dans les régions très pauvres de mineurs du Nord. Et donc, ce personnage de Van Gogh, avec sa dimension spirituelle, est un personnage qui a fasciné Drieux. Mais, donc, dans le cadre de même que les religions orientales, dans le cadre de cette pensée qui est devenue de plus en plus religieuse, il y a une chose qui compte énormément, c'est le problème de la grâce, c'est-à-dire que, et qui est donc un problème fondamental pour des gens comme Calvin ou des gens comme les jansénistes. Bien sûr, l'articulation de la grâce ou de l'arbitre, enfin bon. Voilà. On a beau avoir toutes les
tous les comportements les plus moraux. Si Dieu vous a refusé sa grâce, on risque d'être damné. Et donc il y a une vision très noire et très pessimiste chez Drieux, qui ne lui vient pas du tout des protestants, mais qui lui vient des jansénistes. D'accord. Et d'ailleurs, il a lui-même qui se laissait aller, il se laissait pas aller, c'est un mauvais terme, mais enfin qui était sensible à toutes les séductions possibles de la vie, avait un goût de l'ascétisme, jansénisme, de grandes figures austères de la tradition, la plus haute tradition chrétienne française. Augustinienne, enfin, il y avait donc ce côté port-royaliste en quelque sorte chez Drieux-La Rochelle. Alors, nous avons évoqué la Première Guerre mondiale. Bon, on ne va pas évidemment procéder de manière très stricte d'un point de vue chronologique, mais il y a un autre moment dans l'histoire de France et dans l'histoire de Drieux qui me paraît important, c'est le 6 février 1934. Oui. C'est le moment où, sans doute un des moments dans l'histoire de France, où dans l'histoire de France moderne, contemporaine, où l'antiparlementarisme a été le plus virulent, Drieux vit ces moments-là. Enfin, en tout cas, il en a l'écho. Et il va en tirer un certain nombre de conclusions et de conséquences. Pourriez-vous nous en dire plus sur cette approche, sur ce retentissement que le 6 février 1934, donc ce moment où la foule se masse sur les Champs-Élysées, place de la Concorde, et est prête à partir à l'assaut de l'Assemblée nationale. On en revient à cette critique de la démocratie libérale et représentative de laquelle Drieux participe, bien entendu. Mais pourriez-vous nous dire comment Drieux aborde ce moment-là ? Alors, il faut dire que Drieux, dans ses positions personnelles, est beaucoup plus porté à l'indulgence envers l'aristocratie qu'envers la République bourgeoise. Voilà. Donc justement, on retrouve la plutocratie, le règne de l'argent, le bourgeois de Flaubert, donc il est contre les affreux bourgeois. Et donc, il est sensible à tous les aspects révolutionnaires de la société française de l'entre-deux-guerres. Et en particulier, une des choses qu'il ne supporte pas, c'est le côté tiède du Parti radical socialiste, qui était quand même tout à fait dominant dans l'entre-deux-guerres, les combinaisons d'appareils, enfin, tout ça pour lui est insupportable. Et il a l'impression que si on ne fait pas de révolution, on ne pourra rien changer. C'est-à-dire il était très ami avec quelqu'un qui ne dit plus grand-chose à personne, qui était un des jeunes Turcs du Parti radical de l'époque, qui s'appelait Bergerie. Qui apparaît dans Gilles, le roman qui apparaît de Drieux-La Rochelle. Dans Gilles sous le nom de Clérance. Pardon. Et donc, Clérance voudrait faire bouger son parti, mais il se fait à chaque fois rouler dans la farine par Édouard Herriot, qui s'appelle dans Gilles le Gros Chanteau, qui est matois et qui retourne l'opinion. Alors, Clérance fait des discours extrêmement brillants, argumentés, il croit qu'il a gagné. Et puis, avec des arguments de comice agricole, Édouard Herriot rétablit la situation pour que rien ne bouge. Voilà. Et Drieux a eu l'impression, à un moment donné, que tous les gens qui... parce que la France était dans un état désastreux, on pouvait le voir. Puis alors, février 1934... je rappelle une évidence, c'est un an après 1933, la prise du pouvoir par Hitler. C'est-à-dire que Hitler venait de prendre le pouvoir, il avait tout de suite mené une politique très autoritaire. On a très bien vu qu'il partait vers le réarmement et la revanche, et voir en même temps cette espèce de république mollassonne qui était incapable de se réformer, justement, il fallait une révolte pour faire bouger tout ça. Et Drieux n'a pas été étonné de la débâcle de 40. Il a été étonné d'une chose, il a été étonné du fait que l'armée française se soit effondrée si vite.
il dit des choses dans son journal selon lesquelles il pensait que l'armée était encore capable de résister, et il fait des rapprochements avec la fin des républiques athéniennes, quand le roi de Macédoine défait les démocraties grecques liguées. Il dit Athènes, au matin de sa défaite définitive, avait encore une belle armée, quelques alliés, et puis tout ça disparaît d'un coup. Et il assiste à ça avec désespoir. Mais justement, dans l'entre-deux-guerres, puis en 1934, on est quand même en 50-39, c'est tout près. Regardez ce qui se passait en 2015 et ce qui va se passer en 2025, c'est pas loin. Donc, il attendait une catastrophe et il s'est dit, voilà, il y a une révolte, tous les éléments actifs, à droite comme à gauche, aussi parce qu'il y avait une manifestation communiste contre et tout ça était lié aussi à des scandales financiers, au scandale Stavisky. Donc il y avait il pensait qu'il y aurait, alors c'est la conjonction des luttes, enfin avec un autre sens que maintenant. L'intersectionnalité. Il pensait que la colère des nationalistes, la colère des communistes jointes allait enfin faire sauter la vieille République vermoulue. Vous savez d'ailleurs que mais là, on ne peut pas entrer dans des détails d'histoire. C'est le colonel de Larocque qui dirigeait le plus grand mouvement d'anciens combattants, les Croix de Feu, qui avait ses troupes massées à côté du Palais Bourbon, qui aurait pu facilement le prendre et qui n'a pas voulu. Il n'a pas voulu sauter le pas, devenir comme, je sais pas moi, le général Boulanger. Enfin, il y a quelques figures comme ça d'aventuriers putschistes qui se sont soldés par des échecs chez nous. Des échecs. Et le colonel de Larocque avait encore un sens du patriotisme qui fait qu'il n'a pas voulu faire submerger la République, ne sachant pas trop ce qui en sortirait. Oui, il était trop loyaliste en quelque sorte de ce point de vue-là. La révolte, voire la révolution, donc d'un côté les masses éventuellement, un soulèvement populaire à tout le moins qui peut-être renverser le régime, ce ne sera pas le cas, mais la défaite, elle, va renverser le régime républicain. Quelle est la manière dont on sent qu'il y a chez Drieux-La Rochelle aussi le souci du chef, le souci de l'unité, de l'un qui va de l'autorité, qui va peut-être permettre de changer la donne. Parce que les relations avec Doriot ont été compliquées. Il adhère au PPF, puis il y repart, puis il revient. Est-ce que Doriot a été une figure possible du chef pour Drieux? L'a-t-il cru à un moment? Et deuxième question annexe, le regard qu'il portera sur le régime de Vichy et le vieux chef, le vieux maréchal Pétain, est un regard qui est tout de même qui est loin d'être positif. Enfin, il ne voit pas du tout en lui. Il est tout à fait méchant envers Pétain. Enfin, pour lui, c'est la vieille droite. D'abord, c'est un homme trop vieux. C'est un vieillard sur lequel on ne peut pas compter pour lancer le renouveau de la France. Et Drieux, en fait, effectivement, était à la recherche d'un chef toute sa vie. Il n'a pas eu la chance de Malraux, parce que finalement il était très ami avec Malraux. Très grande amitié. Très grande amitié, très forte. C'est une de celles qui a vraiment tenu le coup. Là, je parlais des désamours. Enfin, bon, alors à un moment donné, quand même, il dit un petit peu de mal de Malraux, mais enfin de façon privée dans son journal intime. Mais comme il dit du mal de tout le monde, on considère que ça ne compte pas. Mais Malraux a trouvé son grand homme et son chef avec De Gaulle. Et en fait, Drieux n'a pas cru à De Gaulle. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas rendu compte que De Gaulle était tellement fin manœuvrier qu'il arriverait à imposer la présence de la France parmi les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, avec une zone d'occupation et le droit de veto à l'ONU. Voilà. Ça, il n'imaginait pas que les qualités intellectuelles et de volonté de Gaulle.
Donc il a pris ce qu'il trouvait et donc il est tombé sur Doriot. Et très vite, Doriot l'a déçu. Oui. C'est-à-dire qu'il a expliqué que il voulait justement attaquer dans ses articles pour le parti de Doriot, il en a écrit pas mal là, pour l'émancipation nationale, qui voulait attaquer aussi les capitalistes. Mais Doriot, qui mangeait un peu à tous les râteliers, l'a freiné très vite. Et donc, il y a eu chez Drieux très vite une déception concernant Doriot. Et alors, ce qui a entraîné son départ, c'est le fait que Doriot était munichois au moment de Munich et de l'abandon de la Tchécoslovaquie par Chamberlain et Daladier. Et il est rentré chez Doriot. Finalement, c'est pour l'amour du beau geste, c'est-à-dire au moment où tout était manifestement perdu pour le Parti populaire français et les Allemands, il a trouvé que ça manquait de noblesse de continuer à dire qu'il était contre Doriot, donc il est revenu au parti. Enfin, c'était une espèce de geste, de défi, mais qui n'impliquait aucune espèce d'adhésion à Doriot, à ce qu'il était encore capable de faire. Voilà. Cette noblesse de Doriot, il me semble, c'est peut-être quelque chose qui le caractérise le plus. Enfin, je ne sais pas, c'est une question que je vous pose là encore. Il y a une forme d'aristocratisme de Doriot. Oui. On peut voir en lui vraisemblablement un homme à la fois, bon, l'homme couvert de femmes, on l'a dit, le séducteur, donc très entouré. Vous avez parlé de l'amitié avec Malraux. Il y a eu d'autres amitiés, d'ailleurs, intéressantes que vous évoquez avec Aragon. Ça aussi, c'est une amitié. Cyril Galland, dans Gilles, hein, mais qui a été beaucoup moins duré. Donc l'amoureux, l'ami, mais une grande solitude intérieure. Est-ce que cette solitude, donc une noblesse avec un port aristocratique, enfin et un esprit aristocratique très marqué, est-ce que Dorieux est-ce qu'on peut dire de lui qu'il a été peut-être parmi tous ces écrivains du XXe siècle qui se sont engagés dans des aventures collectives différentes, Aragon bien sûr, le communisme, le pacifisme de Giono, le Contadour, enfin bon, est-ce que c'est pas un des hommes qui peut-être a été l'un des plus seuls? Est-ce qu'il n'y a pas une solitude foncière de Dorieux-La Rochelle? Oui, il parle beaucoup de la solitude et de son amour de la solitude. Finalement, ses héros sont en général des grands solitaires. À la fin de sa vie, là, le pseudo Van Gogh de Craspe est un grand solitaire. Le héros de L'Homme à cheval, Philippe, enfin le narrateur est un grand solitaire. Et là, je reviendrai bien d'ailleurs à propos de la question que vous posiez sur le chef. Là, je répondais que finalement, Drieux n'a pas vu le chef qu'a pu devenir De Gaulle. Il s'est rabattu sur une personnalité médiocre et corrompue, en partie, on peut bien le dire, pour Doriot. Et du coup, L'Homme à cheval est un très beau roman parce que il a projeté dans L'Homme à cheval l'image idéale qu'il avait du chef. Alors c'est très intéressant. Voilà. Venons à cette nouvelle édition de L'Homme à cheval. De quoi est-il question justement dans L'Homme à cheval, dans ce roman de Dorieux, dont vous voulez procurer une nouvelle édition? Voilà. Alors, pour dire les choses de façon primaire, à une dimension, puis je reviendrai sur la deuxième dimension, c'est le récit de la prise du pouvoir dans une de ces, ce qu'on appelle facilement des républiques bananières. Oui. Je sais pas si on fait des bananes en Colombie. Bon, c'est censé se passer en Colombie où Drieux n'est jamais allé. Mais il est allé près de la frontière colombienne quand il était allé faire un très long séjour en Argentine pour faire des conférences à la demande de Victoria Ocampo, l'une de ses maîtresses superbes et grande égérie de la littérature universelle, latino-américaine en particulier, la revue Soul. Et donc il connaissait quand même un peu le pays. Il avait fait des expéditions dans le nord de l'Argentine avec le grand spécialiste ethnologue Alfred Métro. Je regardais encore des choses sur les Incas, donc s'il est beaucoup question des Incas, dans
dans l'homme à cheval, parce que c'est l'empire des Incas que son héros, Jaime, voudrait rétablir. Le Métro qui s'est suicidé un peu après la fin de la guerre est resté le grand spécialiste auquel on se réfère à propos des Incas encore maintenant. Donc il avait quand même vous voyez, des contacts assez sérieux avec des gens qui connaissaient bien les civilisations indiennes. Mais donc il a rêvé à partir d'un personnage qui était d'une grande médiocrité, une espèce de dictateur borné, sur lequel il y a des anecdotes grotesques. Enfin, c'est-à-dire, il s'appelait Melgarejo. Et c'était à l'époque de la défaite de 70. Melgarejo était pro-français. Bon ou mauvais dictateur, il y a beaucoup de Sud-Américains qui avaient des sympathies francophiles. Il voulait venir à envoyer son armée à aider Napoléon III. Et puis on lui a dit, mais vous savez, il y a l'Atlantique à traverser. Il dit, oh non, on trouvera bien un raccourci. Enfin, bref, un personnage très peu recommandable, donc, mais qu'il a entièrement transfiguré. Voilà, une figure de chef, selon le cœur de Dorieux. C'est le chef tel qu'il l'aime, c'est-à-dire qu'il est beau, il est courageux, il tombe toutes les femmes. Alors, pour le parallèle, il représente la séduction à la fois vis-à-vis d'une danseuse issue des milieux populaires et d'une aristocrate pour laquelle Drieux s'est beaucoup inspiré de Victoria Ocampo. Et il arrive à prendre le pouvoir. D'ailleurs, il assassine son prédécesseur, mais qui est arrivé au pouvoir par les mêmes méthodes. Il veut mener une politique favorable aux Indiens. Là où en plus, ce qu'il n'y avait pas en France à l'époque, il y a un problème de minorité ethnique. Il veut redonner leur dignité et une vie décente aux Indiens et refaire l'Empire Inca. Et il va rater les deux. C'est-à-dire que il y a de sombres manigances faites il y a une alliance entre un jésuite qui représente les classes supérieures et un franc-maçon qui représente justement la bourgeoisie triomphante, qui lui mettent des bâtons dans les roues et qui déclenche volontairement, par une campagne de calomnie, une révolte des Indiens que le dictateur est obligé de réprimer dans le sang parce qu'elle est extrêmement violente. Donc, alors qu'il voulait venir en aide aux Indiens, il apparaît comme celui qui les a fait massacrer. Et alors ça n'apparaît pas dans le roman. Il y a une partie sur la révolte indienne. Il ne réussit pas à faire l'unité des pays qui constituaient autrefois l'Empire Inca. Donc c'est une tragédie, un double échec, c'est tragique. Et alors, je disais, il y a un second plan, ça c'est en mise à plat, c'est que c'est raconté au second degré par un artiste qui ressemble beaucoup à Drieux par certains côtés, qui est un guitariste génial, Felipe, qui est l'ami du dictateur, enfin du beau lieutenant de cavalerie, futur dictateur, et c'est lui qui lui inspire son ambition et qui l'aide finalement à parvenir au pouvoir. Voilà. Donc il y a aussi tout un contrepoint de conseils en même temps, de rivalité non dite, parce que Felipe en même temps est amoureux des deux femmes qui comptent dans la vie de son ami. Et alors dans les textes inédits là que j'ai apportés, il y a une chose très intéressante, c'est que Felipe est très laid. Donc il a un véritable don musical. C'est un grand musicien, mais il est desservi auprès des femmes par sa laideur. Comme si c'est Drieux, qui avait été très beau, avait envie de piétiner la facilité que lui avait donnée sa prestance physique.
en ayant des héros qui ne ressemblent plus. Et donc les héros de la fin de sa vie ont tendance à ne plus plaire aux femmes. Le premier grand roman, c'est L'homme couvert de femmes, et ensuite, ce sont des hommes qui ont de plus en plus de mal avec les femmes. Et là, on voit qu'il y a une espèce de repentir, c'est-à-dire que Felipe est le premier qui aura ces difficultés. Après, il y aura un vieux légionnaire dans Les Chiens de paille, et puis Van Gogh. Et là, eh bien, ce qui ne se passe pas dans la version publiée, le guitariste Felipe, par la puissance de son talent de musicien, arrive à faire succomber l'aristocrate avant qu'elle devienne la maîtresse de l'homme à cheval. Voilà. C'est aussi la manifestation de la puissance de l'art, du poème, en l'occurrence de la musique, mais c'est aussi peut-être aussi un versant assez proche de Drieux, c'est-à-dire un sens de l'esthétique, enfin, ou d'une certaine forme d'esthétisme. C'est ça, il y a le fait que disons en gros le grand artiste, d'ailleurs Drieux, était finalement pas très sensible à la musique. Par contre, tout ce qu'il dit de la peinture est extrêmement intelligent et témoigne d'une très bonne connaissance de la peinture de son temps. Donc c'est l'artiste en soi. Enfin, donc et l'artiste a un rayonnement. Enfin d'ailleurs, la séduction de l'artiste sur les femmes n'est pas quelque chose de niable. Hein. Enfin, on en a tous les jours des exemples. Alors, nous arrivons quasiment au terme de cette émission. Julien Hervier, nous avons abordé plusieurs aspects de l'œuvre de Drieux. Nous n'avons pas parlé de son rôle au sein de la Nouvelle Revue Française, la NRF, l'édition Gallimard, où ça aussi, tout à fait essentiel, de son amitié avec Jean Paulhan. Mais bon, voilà, on peut renvoyer le lecteur à votre ouvrage, bien entendu, Une histoire de désamour, Pierre de La Rochelle. Mais si, en quelques mots, voilà, pendant quelques minutes qui nous restent, quelques traits saillants, d'après vous, de la personnalité de Drieux, ce qui fait qu'il peut toujours nous parler, que son œuvre peut toujours nous parler à quelqu'un, à un lecteur contemporain. Qu'est-ce que vous diriez? En quoi peut-il nous toucher? Alors, il peut nous toucher, enfin, je parlais de ce roman de L'homme à cheval, qui c'est un très beau roman d'aventure et d'amour. Enfin, ça peut être une très bonne lecture de vacances. Enfin, donc, il peut nous toucher parce que il a une qualité de brio, de rapidité, il admirait beaucoup Stendhal. Ses romans courts, justement, du type de L'homme à cheval, ont quelque chose de stendhalien dans le goût de l'ellipse, à côté de cette grande machine qui est la description de la décadence française de l'entre-deux-guerres dans Gilles. Alors, ce qu'il a aussi à nous dire, c'est la nécessité, effectivement, qui s'impose toujours, de construire une Europe, éventuellement en cédant une partie de l'autonomie nationale, mais il ne s'agit pas quand même d'oublier. Enfin, c'est beaucoup plus proche de l'Europe des nations de Gaulle. Il ne s'agit pas de tout uniformiser, mais d'arriver à construire une Europe pour que ce soit une puissance géopolitique, parce que Drieux ne croit pas que un pays, une région ou un ensemble de peuples puisse être prospère sans puissance. Il a renoncé à la puissance. Bien, écoutez, merci beaucoup Julien Hervier pour cette présentation précise de Drieux à La Rochelle, pour tout le travail que vous accomplissez, et encore tout récemment autour de L'homme à cheval en l'occurrence. Nous nous retrouvons dans quelques semaines pour une prochaine édition des Idées à l'endroit. Merci Julien Hervier et à très bientôt.